Il s'agit d'un phénomène qui fait mal à plusieurs familles en Guinée et qui détruit l'avenir des jeunes filles. Le viol est devenu une épidémie à laquelle aucune solution ne semble être trouvée. Ce mercredi, c'est une fillette âgée de 8 ans qui en a été victime au quartier Yimbaya dans la commune de Matoto. Son présumé bourreau est un homme âgé de la quarantaine, connu dans le quartier et qui serait un habitué des faits. Nos reporters ont fait un tour sur les lieux du viol. Ils ont pu rencontrer la victime. Reportage André Mossier-Milimono, Ibrahima Sori Kamara. Les cas de viol de plus en plus récurrents en Guinée. Cette fille a été violée ce matin par un homme âgé de la quarantaine. Prise de peur, elle nous explique la scène. Il m'a allongé sur le lit, puis s'est couché sur moi. Quand j'ai crié, il s'est levé. Et lorsque je pleurais, il m'a dit de me calmer et de n'en parler à personne. Ses parents n'arrivent pas à retenir leurs larmes. La mère de la petite fille, sous le choc, raconte qu'après avoir constaté les saignements de sa fille, elle s'est posé plusieurs questions et elle a fini par s'apercevoir qu'elle a été violée. Elle demande que justice soit faite. Elle était allée chercher les habits d'Ali pour que sa grande sœur fasse la lessive. Arrivée là-bas, Ali lui a demandé de rentrer, elle a refusé. Mais il a beaucoup insisté, il l'a pris par la force et puis l'a violée. Le présumé violeur du nom de Ali Yula, lui, est en cavale. Nous avons tendu le micro à ses parents pour avoir leur version des faits, mais aucun d'eux n'a voulu s'exprimer. Voilà, pratique malsaine qui se poursuit de plus belle. Courage à toi, jeune fille. Mot de culture dans ce journal. Si avant on le prenait pour un guignol, aujourd'hui les Guinéens doivent le prendre au sérieux. La star guinéenne du moment, l'artiste Grand P a regagné Conakry après 2 semaines de tournée dans certains pays limitrophes. Une tournée qui a permis à cet artiste, à la taille et à la voix particulière, de faire des collaborations avec d'autres grands noms de la musique africaine. Grand P a été accueilli à l'aéroport de Conakry par ses fans qui avaient soif de le revoir. Mohamed Valek Touré et Alseni Kamara. Grand P à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Celui qui est appelé à juste raison star du moment est accueilli en grande pompe par ses fans, tous habillés en t-shirt à son effigie. Ce déplacement aurait permis pour Grand P de découvrir certains pays africains et sympathiser avec tant d'artistes. La Guinée c'est bon, Mali c'est bon, parce que c'est la famille. On est bien rentré là-bas, à Côte d'Ivoire avec Mali. Donc je suis content pour rentrer chez moi. On vous a vu sur les réseaux sociaux, vous avez assisté à des concerts avec Sidiki Diabaté. Oui, c'est grâce à Sidiki Diabaté que j'ai assisté au concert de Sidiki Diabaté. Okay. Il y a un autre concert qui est prévu à Conakry. Et parlez-nous de ce concert et c'est avec quel artiste vous voulez faire ce concert? Oui, okay. Tout tu veux faire et je veux partir. Parce que c'est la Guinée. La Guinée, Côte d'Ivoire, c'est la famille, avec beaucoup, c'est la famille. Ovationné en fanfare par ses fans, Grand P a durant sa tournée rencontré des artistes comme Oumou Sangaré, Afou Keita et Sidiki Diabaté et le disparu Didier Arafat. Il se souvient du Didier Arafat qu'il aurait aussi reçu avant son décès. Arafat, on m'a invité chez nous, chez lui, on va partir chez lui, au samedi. On est parti là-bas. Bon, nous on est venu à Bamako. J'ai attendu chez décès. Grand P débarque à Conakry pour sa dédicace prévue le 4 octobre prochain. Son premier featuring avec l'artiste Azaya est déjà disponible et bien vu sur les réseaux sociaux. Sur le continent, à présent, Ebola continue de faire mal au Congo. La lutte contre cette épidémie à Goma, carrefour commercial en proie à de graves pénuries d'eau dans l'est de la République démocratique du Congo, dépend de la générosité du lac Kivu qui alimente en eau les équipes sanitaires. Reportage. Une règle d'or pour éviter la propagation d'Ebola, se laver les mains régulièrement. Mais pour cela, il faut de l'eau. À Goma, en République démocratique du Congo,
L'approvisionnement en eau est fondamental dans la lutte contre le virus. Face aux pénuries, les équipes de la riposte comptent sur la générosité du lac Kivu pour ravitailler les points de contrôle. L'importance du lac, vraiment, ça aide surtout pour les personnes vulnérables, les personnes dépourvues et pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ça nous aide surtout pour la prévention car l'eau est abondante. Trouver de l'eau est un casse-tête à Goma. Le réseau de distribution est vétuste et n'alimente pas tous les quartiers. Tous les jours, ses habitants et ses camions-citernes s'approvisionnent directement dans le lac. Le problème d'approvisionnement en eau potable à Goma démontre clairement que seulement cette partie de la ville est desservie. C'est même pour cela que beaucoup de gens viennent au lac pour se ravitailler. Ils prennent aussi une certaine quantité d'eau pour ceux qui en ont besoin. Au quotidien, les responsables de la riposte organisent plusieurs rotations de camions-citernes. Une fois l'eau du lac récupérée, elle est traitée au chlore, puis distribuée dans les réservoirs des différents points de contrôle. Pour ces 2 tours, il faut 5000 litres d'eau par jour. Si le lac n'y était pas, ça allait être catastrophique. Et surtout, on allait multiplier. Peut-être que les équipes de riposte pouvaient peut-être prendre de l'eau ailleurs, soit au Rwanda, soit à Sake, mais ça allait être catastrophique. Parce qu'on n'allait même pas survivre. Parce que le lac, je l'ai dit avant, c'est notre seule source de vie en eau potable. Le lac Kivu est un élément essentiel de l'arrêt de la propagation d'Ebola, mais aussi une ressource inestimable pour la population locale. Hôtels, écoles, centres de santé. Ici, tout le monde dépend de l'eau du lac. Ailleurs dans le monde, après la Chine et les États-Unis, l'Union européenne devrait-elle fermer son marché intérieur de l'ivoire pour sauver les éléphants? Des ONG et la France plaident en ce sens. Suivez. L'éléphant d'Afrique est le plus grand mammifère au monde. Autrefois massivement présent sur le continent, il a vu sa population passer de plusieurs millions au début du XXe siècle à quelques 470 000 aujourd'hui. Les conflits et la disparition de l'habitat ont eu un impact sur le nombre d'éléphants, mais pas autant que le commerce illégal de l'ivoire, aujourd'hui principale menace à la survie de l'espèce. Quelques 30 000 éléphants sont braconnés par an. Les défenses alimentent le trafic de l'ivoire, estimé à quelques 3 milliards de dollars par an. La demande vient essentiellement d'Asie de l'Est, où les défenses brutes se vendent plus de 1 000 $ le kilo. La Chine représente quelques 70% de la demande. En 1989, la Convention sur le commerce international des espèces menacées a décrété une interdiction et permis à leur population de se reconstituer partiellement. Dans le cadre du combat contre le trafic, en 2016, le Kenya a détruit plus de 100 tonnes de stock d'ivoire, estimé à 110 millions de dollars, la plus grande quantité jamais détruite. Selon une étude parue dans l'American Journal of Science en 2015, l'essentiel du braconnage s'effectue dans une zone protégée, allant du Cameroun au Congo et au Gabon, ainsi qu'en Afrique de l'Est, en particulier en Tanzanie. Les cargaisons quittent généralement le continent par le Kenya, le Mozambique, Zanzibar et le Cameroun, transitent par la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et l'Asie du Sud, pour terminer en Chine et au Japon. L'ivoire est alors sculpté en de petits objets décoratifs ou bijoux avant d'être vendu. Malgré des techniques sophistiquées pour suivre braconniers et cargaisons, le trafic régresse peu. En cause, la corruption, le manque de fonds et une difficulté pour les gouvernements à contrôler les activités délictueuses. Et puis, pour clore ce journal, au Royaume-Uni, le plastique est partout dans les rayons des supermarchés où l'on emballe jusqu'aux fruits et légumes. Mais certaines chaînes de la grande distribution ont commencé à lui faire la guerre entre produits vendus en vrac et emballages en matériaux alternatifs. Plusieurs initiatives sont à l'essai. Reportage. Se rendre au supermarché avec ses propres boîtes et les remplir sur place. C'est l'expérience que l'enseigne de grande distribution britannique Waitrose teste pour quelques semaines à Oxford. Dans un pays où le plastique est d'habitude omniprésent dans les rayons des supermarchés, c'est une petite révolution, plutôt bien accueillie par les clients. Si on peut l'enlever partout où c'est possible sans risque pour la santé ou la sécurité, alors il faut le faire. C'est une super idée et j'espère qu'ils vont l'étendre à d'autres magasins. Selon Greenpeace, les supermarchés britanniques génèrent plus de 800 000 tonnes d'emballages plastiques chaque année, sans compter les sacs. Il est surtout utilisé pour des questions d'hygiène et de conservation, mais des alternatives plus écologiques existent.
Dans cette petite franchise londonienne de l'enseigne Budgens, on se vante d'avoir supprimé cette matière de plus de 2000 produits depuis novembre. Le fromage et le poisson sont désormais emballés avec un film de cellulose fait à partir de fibres de canne à sucre. Nous avons fait cela pour montrer aux autres grandes chaînes de supermarchés que ce n'est pas aussi difficile qu'elles le disent. Et si nous y sommes arrivés en 10 semaines avec de faibles ressources, alors avec les moyens qu'elles ont, elles pourraient sûrement faire bouger les choses. Pour les associations, ces initiatives sont un premier pas très positif, mais insuffisant. Parmi les 10 plus grandes chaînes de supermarchés au Royaume-Uni, seule la moitié s'est posé des objectifs précis de réduction du plastique. On ne peut pas laisser la solution de ce problème au bon vouloir de supermarchés. Tous les supermarchés doivent avancer de manière ambitieuse et rapide. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement à fixer des limites légales à la quantité de plastique que nous fabriquons et utilisons dans ce pays. Le gouvernement britannique s'est engagé à éliminer tous les déchets plastiques non essentiels d'ici à 2042, une date bien trop éloignée pour les défenseurs de l'environnement. Environ 8 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans, dont 600 000 tonnes en Europe. Voilà comment s'achève ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.